Ma femme est rentrée à 23h30, sans un mot d'excuse. Elle s'est plantée devant moi, sourire froid, tu sais ce qui s'est passé? J'ai couché avec mon patron, et je recommencerai. J'ai fini mon assiette en silence. Le lendemain, c'est moi qui n'étais plus là. Soyez honnête, si quelqu'un vous regardait droit dans les yeux et vous disait « je le referai », vous feriez quoi? Vous partez, ou vous attendez encore une fois? Je m'appelle Julien. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie sur Internet, mais je suppose qu'il faut un début à tout. J'ai 40 ans, 2 enfants qui dorment à l'étage, un appartement en banlieue, et un travail qui m'occupe beaucoup mais jamais totalement. Je n'aime pas les éclats de voix. Je préfère les faits, les silences, les petits détails qui en disent long. On me dit froid, distant, mais je crois juste que j'ai compris tôt que les gens révèlent plus quand ils pensent qu'on ne les regarde pas. Ma femme, Claire, c'est tout l'inverse. Elle sait capter l'attention. Elle parle fort, rit plus forte encore, et elle a ce don d'attirer la lumière sur elle, même quand ce n'est pas son tour. Elle a toujours une histoire à raconter, une excuse pour chaque minute de retard, un drame à jouer quand les choses ne tournent pas comme elle veut. Je la connais depuis 12 ans. Au début, ça m'amusait. J'aimais son énergie, sa façon de me bousculer. Aujourd'hui, je sais que cette agitation n'est pas que du charme. Il y a des signes, toujours. Je les avais vus sans les regarder. Les textos qu'elle tapait en tournant le dos, les rires nerveux pour un rien, les cadeaux soudains du boulot, les week-ends où elle avait besoin d'espace. Elle disait que j'étais trop méfiant, que je lui faisais des procès d'intention. Mais je ne disais rien. Je notais, c'est tout. Nos amis me trouvaient effacé, parfois même un peu absent. Ça arrangeait Claire. Moi, je préférais observer. Dans les repas, elle racontait des anecdotes sur sa boîte, un patron un peu old school, des collègues trop envahissants. Elle oubliait de me regarder quand elle parlait de lui. Je notais, encore. Ce soir-là, en rentrant du travail, j'ai trouvé Claire déjà installée sur le canapé. Elle a souri, trop vite, trop large. J'ai su. Pas tout, mais assez. Je n'ai rien dit. On ne gagne rien à parler le premier. La première fois où j'ai su que quelque chose clochait, c'était un samedi matin. On venait de finir le petit déjeuner, rien de spécial, juste des tartines et du café. Ma femme, Camille, rangeait la cuisine en vitesse. Je la regardais faire, assis à la table avec mon mug, quand son téléphone a vibré. D'habitude, elle ne réagit même pas, mais là elle a sauté dessus, presque trop vite, l'air de rien. J'ai noté le geste, sans rien dire. Elle a tapé un message rapide, dos tourné. J'ai entendu le bruit des touches, puis le silence. Je me suis levé pour débarrasser mon assiette. Elle a posé son téléphone face cachée sur le plan de travail. C'est bête, mais elle ne fait jamais ça. D'habitude, le téléphone traîne, parfois même sur la table, écran vers le haut. Là, c'était net, presque trop réfléchi. Je me suis approché pour prendre ma tasse. Elle n'a pas bougé, mais j'ai vu ses épaules se tendre. J'ai dit : « Tu bosses ce matin ? » Elle a haussé les épaules, sans me regarder. J'ai 2 mailles à finir, après je dois passer chez Julie. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas insisté. Julie, c'est sa collègue. Elles déjeunent ensemble parfois, mais jamais un samedi matin. Je n'ai rien dit. Elle a mis sa veste, a pris son sac, puis son téléphone, toujours à l'envers. Avant de partir, elle a demandé : « Tu veux que je ramène quelque chose ? » J'ai dit non, sans lever les yeux. Elle a claqué la porte doucement. J'ai vidé la cafetière, lavé les tasses. Je n'avais rien de prévu, j'ai traîné dans le salon. Son ordinateur portable était posé sur le canapé, ouvert, écran allumé sur sa boîte mail. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai détourné la tête. Je ne fouille pas. Ce n'est pas mon genre. Mais je me suis souvenu de la scène, le téléphone, la façon de partir, la collègue un samedi matin. J'ai pris ma veste, je suis sorti marcher. Je me suis arrêté au bureau de tabac. J'ai acheté le journal, j'ai pris un café au comptoir. Je pensais à autre chose, et en même temps, tout tournait autour de ce détail, pourquoi ce coup de fil l'avait-elle rendue nerveuse ? Pourquoi mentir pour une simple visite chez une collègue ? En rentrant, j'ai trouvé la maison vide, silencieuse. J'ai allumé la radio, fait semblant de lire. J'ai regardé l'heure plusieurs fois.
midi, puis 12h20. Elle est revenue à 12h40, les joues rouges, essoufflée. Elle a posé ses sacs, a filé à la salle de bain sans un mot. J'ai attendu qu'elle ressorte. Elle a évité mon regard, a souri, mais s'était forcée. Tu as bien avancé? Elle a hoché la tête, s'est assise sur le canapé. Oui, on a parlé boulot, mais rien d'intéressant. Je me suis rassis à côté d'elle. Elle a sorti son téléphone, l'a posé sur la table, cette fois écran vers le haut. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardée aller et venir tout l'après-midi, plus nerveuse que d'habitude, riant trop fort à ses propres blagues à la télé. Le soir, elle a cuisiné, puis est allée se coucher tôt. Je suis resté devant la télé, le son baissé. J'ai repensé à chaque geste de la journée. Je n'avais rien de concret, mais l'impression persistait, froide, solide, quelque chose avait commencé à dérailler. J'ai noté la date sur un post-it, sans savoir pourquoi. Je l'ai glissé dans mon portefeuille. Je me suis couché tard, sans bruit, à côté d'elle qui faisait semblant de dormir. Le matin suivant, elle agit comme si de rien n'était. Je la retrouve dans la cuisine, en train de verser du café. La veille, j'ai à peine dormi. Je repasse la scène du SMS en boucle. Elle remarque mon silence, lève les yeux. Ça va? Tu fais une tête bizarre. Je hoche la tête. Je prends ma tasse, je m'assois en face d'elle. Elle feuillette son téléphone, répond à quelques messages. Je regarde l'écran. Rien ne s'affiche de compromettant. Elle range vite le portable. On se voit ce soir pour dîner? Je termine tard, mais oui. Je la regarde, je cherche une faille, un tremblement dans la voix. Rien. Elle s'habille, passe devant moi, m'embrasse sur la joue. Je ne bouge pas. La porte claque. J'écoute ses pas dans l'escalier. J'attends. C'est trop mécanique. Je range la cuisine lentement, je réfléchis. Si elle ment, elle a l'habitude. Je relis le message sur mon téléphone. Je vérifie à nouveau le numéro. Toujours inconnu. Les mots sont familiers, trop intimes. Au bureau, je travaille peu. Je repense à la veille. La façon dont elle a sursauté quand j'ai posé la main sur son portable. Sa main qui l'a protégée. Elle ne faisait jamais ça avant. Je me rappelle l'époque où elle laissait traîner l'appareil n'importe où. Là, elle le garde sur elle, même aux toilettes. Vers midi, je lui envoie un message simple. Tu veux déjeuner ensemble? La réponse tombe, rapide. Désolé, réunion imprévue. On se voit ce soir. Je relis le message. Pas de smiley, pas de mots doux. D'habitude, elle met toujours au moins un cœur. Je range le téléphone, je regarde par la fenêtre. Je sens que quelque chose a basculé mais je n'ai rien de concret. En rentrant le soir, je trouve l'appartement propre, rangé, comme d'habitude. Elle n'est pas encore là. Je prépare à manger. Je pose la table pour deux. Je mets du vin, je sors une bougie. Je veux voir sa réaction, si elle va réagir comme avant ou si quelque chose cloche. Elle rentre vers 21h. Manteau, sac à la main, elle s'excuse du retard. Tu as cuisiné? Oui, j'avais envie. Elle sourit, mais c'est forcé. Elle regarde la table, la bougie allumée. Elle s'assoit, pose son téléphone face cachée. Ta journée? RAS, beaucoup de boulot, tu sais comment c'est. Elle ne me demande pas pour la mienne. Elle coupe son steak, mange vite. Elle ne boit pas de vin. Je la regarde. Elle évite mon regard. Je sens l'écart, minuscule mais réel. Avant, elle me racontait tout. Là, rien. Après le repas, elle débarrasse, file sous la douche. Je l'entends fermer la porte. Je regarde autour de moi. Je remarque que son téléphone a disparu, elle l'a pris avec elle. C'est devenu automatique. Je m'assois sur le canapé, je regarde la lumière sous la porte de la salle de bain. Je me souviens qu'avant, elle laissait même la porte ouverte parfois. Maintenant, tout est verrouillé. Quand elle sort, elle est déjà en pyjama, cheveux mouillés. Elle s'installe à côté de moi, allume la télé. Je tente. Tu veux parler un peu? Je suis crevé. On peut regarder un truc tranquille? Je la regarde, elle fixe l'écran. Je n'insiste pas.
Je sens qu'elle attend que je lâche l'affaire. Je me lève, je range un peu, je vais dans la chambre. Elle reste devant la télé, le visage éclairé par les images. Dans le lit, elle me rejoint tard, sans un mot. Elle se tourne dos à moi, téléphone encore à la main. L'écran s'allume une fois, deux fois. Je ne dis rien. J'attends qu'elle s'endorme pour écouter sa respiration régulière. Je regarde le plafond, j'écoute le silence de la pièce. Je comprends que quelque chose s'est fissuré, mais elle ne me laisse aucune prise. Tout est sous contrôle, trop propre, trop lisse. Je me dis qu'il va falloir autre chose pour gratter la surface. Le lendemain matin, je me lève avant elle. Je fais du café, j'allume la lumière de la cuisine, je regarde mon téléphone. Elle dort encore. Je prends son portable, posé sur la table de nuit, pour le mettre à charger. Je ne fouille pas. Je le branche, l'écran s'allume. Je vois la notification d'un message WhatsApp. C'est le nom Julien Atelier. Pas un prénom de la famille, pas un ami qu'on voit souvent. Il y a écrit « Moi aussi, j'y repense ». Je laisse le téléphone là, sur la table, sans rien toucher d'autre. Je pars me doucher. Sous l'eau, je refais la scène d'hier soir. Son téléphone en mode avion. Elle qui dit qu'elle est fatiguée. Je me repasse le nom Julien Atelier. Je connais un Julien, collègue à elle, mais je n'ai jamais entendu Atelier. Je sors de la douche, elle s'est levée. Je la vois ouvrir son téléphone, regarder l'écran, puis me regarder. Rien, pas de panique, elle va à la salle de bain. Je prépare le petit déjeuner, je sors 2 bols, je pose la confiture, le pain. Elle revient, me dit juste « merci ». On mange en silence. Je cherche une phrase, quelque chose de simple. « Tu connais un Julien, toi ?» Elle me regarde, hausse les épaules. « Oui, au boulot, pourquoi ?»« Non, comme ça, je crois que j'ai vu une notif ce matin. »« Ah, c'est sûrement pour le projet. » Il m'aide sur le dossier. Elle mange son pain, sans lever les yeux. Je note qu'elle n'a pas dit atelier. J'enregistre le détail. Je pars au travail sans rien de plus. Je prends la voiture, je m'arrête sur le parking 10 minutes sans sortir. Je tape Julien Atelier sur LinkedIn, sur Facebook. Rien. Je tape juste Julien avec le nom de son entreprise. Je vois 2 profils, un qui travaille bien là, la même tranche d'âge. Je regarde sa photo. Je la reconnais vaguement, je crois l'avoir croisée une fois à un pot. Je note son nom de famille. Au travail, je fais ce que j'ai à faire. À midi, je mange seul. Je relis les messages de la veille sur mon téléphone, rien d'anormal. Je me connecte au site de notre opérateur mobile. Je regarde le détail de son forfait, les appels et SMS des derniers jours. Beaucoup de messages à un numéro qui n'est pas dans ses contacts. Je vérifie sur l'annuaire inversé, c'est un numéro pro, portable. Je me souviens de la fois où elle avait dit qu'elle devait rattraper du boulot avec Julien. C'était un samedi matin. Le soir, je rentre plus tôt. Elle est déjà là, sur l'ordinateur portable, casque sur les oreilles, en visio. Je l'entends parler à voix basse. Elle dit oui, demain à 14h, ça marche, on se retrouve là-bas. Je passe derrière elle, je vois juste un écran partagé, des fichiers Excel. Elle ferme la page, retire le casque. C'était qui? Julien, on doit finir le dossier avant vendredi. Je hoche la tête. Je sors promener le chien. En rentrant, je trouve son ordinateur allumé dans le salon. Elle est sous la douche. L'écran est verrouillé, mais je vois l'arrière-plan, une photo de groupe, leur équipe. Je reconnais Julien. Il est à côté d'elle, il rit, elle a la main sur son épaule. Je prends une photo discrète avec mon téléphone. Plus tard, elle regarde la télé, je m'assois à côté d'elle. Je garde tout pour moi. Je ne dis rien, mais dans ma tête, le puzzle commence à prendre forme. Elle parle de son boulot, de la pression, des deadlines. Je réponds par monosyllabe. Elle ne remarque rien. La nuit, je dors mal. Je relis la photo, le nom, le message WhatsApp. Moi aussi, j'y repense. Ce n'est pas un message qu'on envoie à une collègue. Je me lève, je note sur un carnet, Julien vérifier les horaires, les réunions, les sorties. Je me promets de ne plus rien laisser passer. Je décide de tout observer, tout noter,
sans rien dire. Je me suis réveillé tôt ce samedi-là. Elle dormait encore à côté de moi, tournée vers le mur, sa respiration lente, régulière. J'ai attendu quelques minutes, l'esprit fixe, puis je me suis levé sans faire de bruit. Dans la cuisine, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert les messages de la veille. Toujours rien de nouveau. Je me suis assis à la table, le dos droit, et j'ai réfléchi à la suite. La veille, elle avait prétendu qu'elle devait aller aider sa sœur à déménager. Pourtant, le reçu du parking que j'avais trouvé dans sa poche indiquait une adresse à 50 km de là, dans une petite ville où ni sa sœur ni sa famille ne vivent. Je n'ai rien dit. Ce matin-là, je voulais observer, voir jusqu'où elle irait dans ses mensonges. Vers 9 heures, elle s'est levée. Elle a filé directement sous la douche. J'ai entendu l'eau couler, puis le frottement de la brosse à dents. Je me suis contenté d'un « bonjour » quand elle est entrée dans la cuisine, serviette sur les cheveux. Elle a répondu, la voix neutre. « Bien dormi ? » ?»« Oui, et toi ? » ?»« Pas trop mal. » J'ai fait un rêve bizarre. Elle a sorti le lait, s'est versé des céréales. Elle a évité mon regard, les yeux rivés sur son bol. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas pris son téléphone ce matin. J'ai attendu qu'elle parte se préparer dans la chambre pour le prendre. J'ai vérifié son calendrier, rien d'inhabituel. Pas de message supprimé. Tout était propre, trop propre. J'ai remis l'appareil à sa place. Je savais qu'elle était prudente. Elle s'est habillée rapidement, maquillée à la hâte devant le miroir du salon. J'ai observé ses gestes, nerveux, mécaniques. Elle a attrapé son sac, a fouillé dedans, puis s'est figée en voyant que je la regardais. « Tu fais quoi aujourd'hui ? » ? « Je vais peut-être passer chez mes parents, » répondit-elle. Je leur ai promis de passer. J'ai hoché la tête. « Tu veux que je t'accompagne ? » Un silence. « Non, ils ont des trucs à régler, je préfère y aller seul. » Elle a quitté l'appartement à 10 heures. J'ai attendu 5 minutes avant de sortir à mon tour. J'ai descendu les escaliers, croisé le voisin du premier, puis j'ai marché jusqu'à la place où elle gare sa voiture. Elle était déjà partie. J'ai pris la mienne, direction le centre commercial. J'ai acheté quelques bricoles, traîné dans les rayons, mais mon esprit restait fixé sur elle. Vers midi, je l'ai appelée. Pas de réponse. J'ai laissé un message simple, « Dis-moi quand tu rentres. » En rentrant, j'ai vérifié la boîte à gants de sa voiture sur le parking. Rien. Les tickets de stationnement, les reçus de carte, tout avait disparu. Elle faisait le ménage. J'ai décidé d'attendre. Elle est rentrée vers 16 heures, des sacs de course à la main. Elle a posé les sacs sur la table, essoufflée. Il y avait un monde fou chez mes parents. J'ai fait un saut au supermarché en partant. Je me suis approché, j'ai aidé à ranger les courses. Les sacs ne contenaient rien d'extraordinaire, pâtes, yaourts, biscuits pour le petit déjeuner. J'ai remarqué une bouteille de vin, son préféré, celui qu'elle prend rarement. « On fait quelque chose ? » ai-je demandé. Elle a esquissé un sourire. « Non, juste pour ce soir. » Ça faisait longtemps. Elle a filé dans la salle de bain. Je suis resté seul dans la cuisine. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de localisation que j'avais installée discrètement quelques semaines plus tôt sur son appareil. L'emplacement de ce matin ? Elle avait passé 3 heures dans un quartier résidentiel à l'opposé de chez ses parents. J'ai pris une grande inspiration. Pas de colère. Juste une certitude de plus. Elle mentait, et elle pensait que je ne voyais rien. J'ai refermé l'application, remis mon téléphone dans ma poche. J'ai attendu qu'elle revienne, puis je lui ai proposé de regarder un film ensemble. Elle a accepté, sourire crispé, regard fuyant. Dans le salon, chacun de notre côté du canapé, j'ai noté la distance, le silence. Je savais qu'il allait falloir aller plus loin. Je suis resté silencieux les jours suivants. J'ai suivi la routine. Travail, maison, repas du soir. Camille avait repris cette manière de me parler comme si tout allait bien. Un soir, elle a voulu préparer des crêpes, comme avant. J'ai mangé en face d'elle. Elle a posé les assiettes, a sorti la confiture, m'a demandé si je voulais du sucre ou du miel. Je l'ai observée. Elle évitait mon regard, mais elle souriait, trop fort, trop longtemps. Après le dîner, elle a dit qu'elle devait passer un appel. Elle a pris son portable, s'est levée,
a filé dans la chambre. J'ai entendu la porte se fermer doucement. J'ai laissé passer 5 bonnes minutes. J'ai empilé les assiettes, rangé la cuisine, puis je suis allé dans le couloir. Je me suis arrêté devant la porte. Sa voix était basse, mais j'ai perçu des rires étouffés. Je n'ai rien dit, je n'ai pas frappé. Je me suis juste éloigné, et pris mon ordinateur, et je me suis installé sur le canapé. À 22 heures, elle est revenue, s'est assise près de moi. Elle a allumé la télé sans rien demander. Je n'ai pas bougé. On a regardé un épisode d'une série qu'on ne suivait même pas. Elle a essayé de poser sa tête sur mon épaule. J'ai reculé légèrement. Elle n'a pas insisté. Le lendemain, Camille est partie tôt. Elle a dit qu'elle devait rejoindre une collègue pour un café avant le boulot. Ce n'était pas habituel, mais je n'ai rien souligné. J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai repensé au nom que j'avais vu sur l'écran de son téléphone l'autre soir. Arthur. Je n'avais pas creusé. Là, j'ai ouvert Facebook, j'ai tapé ce prénom, suivi du nom de famille que j'avais repéré sur une notification. Il n'y en avait pas 100. J'ai trouvé son profil rapidement. Sa photo de profil était basique, un selfie mal cadré dans un bureau. J'ai cliqué dessus. Statut en couple. Pas avec Camille. Mais sur ses publications, je reconnaissais parfois son style de commentaire, des likes discrets, jamais de messages publics, mais une présence régulière. Je suis allé sur LinkedIn. Arthur bossait dans la même boîte que Camille, même étage, selon la localisation. Je me suis arrêté là. J'ai refermé l'onglet, me suis servi un café, et je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai laissé mon téléphone là, écran noir, sans notification. J'ai attendu. À midi, Camille m'a envoyé un simple « Tout va bien ?» J'ai répondu oui, et toi? Pas de suite. Le soir, elle est rentrée normale, un peu maquillée, vêtue différemment. Elle s'est assise, a sorti son portable, a pianoté quelques minutes. J'ai attendu qu'elle pose l'appareil. J'ai demandé « Tu as passé une bonne journée ?» Elle a souri, a dit oui, fatigante. Beaucoup de réunions. Je n'ai rien ajouté. Elle m'a regardé, une seconde, puis a changé de sujet. Tu veux qu'on commande à manger ce soir? J'ai dit comme tu veux. Elle a pris son téléphone, a commencé à chercher des menus. En fin de soirée, elle a reçu un message. J'ai vu son visage changer, infime, mais je l'ai vu. Elle a posé le téléphone face contre la table. J'ai noté le geste. On a mangé en silence, puis elle a prétexté de la fatigue pour aller se coucher tôt. J'ai laissé faire. Quand elle est partie se coucher, j'ai récupéré son portable sur la table. Il était verrouillé, évidemment. Mais sur l'écran, une notification WhatsApp, juste un prénom, Arthur. Le message affiché en aperçu, « Je pense à toi ». Rien de plus. J'ai reposé le téléphone, exactement à la même place. J'ai éteint la lumière de la cuisine, j'ai fermé la porte. Dans le salon, j'ai regardé la télé sans la regarder. À chaque pub, j'entendais la porte de la chambre grincer doucement. Peut-être qu'elle vérifiait si j'arrivais. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu que le silence s'installe. Plus rien n'a bougé. Je savais que j'avais la confirmation, mais je n'ai rien dit. J'ai pris une douche froide, je me suis couché, sans toucher à elle, sans parler. Le matin, rien n'avait changé. Mais moi, j'avais déjà commencé à réfléchir à la suite. Le lendemain, je me suis levé tôt. Je n'ai pas dormi beaucoup. Au fond, je savais déjà ce que j'allais faire. J'ai attendu qu'Emma parte bosser. Elle est descendue, a pris son sac, un baiser rapide sur la joue, le même que d'habitude, mécanique. Je l'ai regardé passer la porte, puis j'ai attendu 5 minutes. J'ai fait couler un café, mais je n'ai pas bu. J'ai juste laissé la tasse sur la table, écouté le silence de l'appartement. J'ai pris son ordinateur portable, posé sur le bureau. Son mot de passe, je le connaissais, elle ne s'en souvenait jamais, c'est moi qui l'avais choisi au début. Je l'ai tapé. L'écran s'est allumé, direct sur sa boîte mail. Je ne voulais pas fouiller, juste vérifier. J'ai hésité, la main sur la souris. J'ai regardé les dossiers, perso, pro, archives. Rien d'anormal. Puis j'ai cliqué sur envoyer. J'ai fait défiler vite. Beaucoup de mails à ses collègues,
quelques confirmations de commande. Rien. Sauf la veille au soir, 23h12. Objet, pour jeudi. Pas d'adresse de boulot, juste une adresse qui ne voulait rien dire pour moi. J'ai ouvert. 3 lignes, OK pour jeudi. Je m'arrangerai avec lui. Merci encore. Pas de pièce jointe, pas de signature. J'ai noté l'adresse, mais je n'ai pas répondu. J'ai refermé le mail, puis l'ordi. Je suis resté assis 1 minute, à fixer l'écran noir. J'ai ouvert mon portable, cherché l'adresse dans Google. Rien. Pas de profil, pas de site, rien de public. J'ai pensé à un pseudo, à une adresse jetable. J'ai laissé tomber, j'ai rangé l'ordinateur comme il était. J'ai fini par boire le café, froid. Vers 10h, j'ai reçu un SMS d'Emma, tu peux t'occuper des courses ce soir? Je finirai tard. J'ai répondu oui. Je n'ai rien demandé. J'ai passé la journée à bosser à distance. Je n'ai pas décroché, je n'ai parlé à personne sauf pour 2 réunions sur Teams. Entre les deux, je rassemblais les petits indices dans ma tête. Le message, l'adresse, la réunion du jeudi. Je me suis rappelé qu'elle m'avait dit jeudi qu'elle devait voir une copine pour un verre. Tout prenait un sens différent, mais rien de concret. À midi, j'ai appelé Marc. Je lui ai proposé un café rapide. Il a dit oui, il bossait au centre, pas loin. On s'est retrouvés à la terrasse d'un bar. Il m'a vu, il a souri, mais il a compris que quelque chose n'allait pas. Ça va? Ouais. T'as une sale tête, mec. J'ai pas dormi. Problème au taf? Non. Il a attendu. J'ai bu une gorgée, puis j'ai dit. Tu connais quelqu'un qui pourrait vérifier une adresse mail? Une adresse pro? Non, un truc plus perso. Pourquoi? Emma reçoit des mails chelous. Tu crois qu'elle te trompe? J'en sais rien. Je veux juste savoir à qui c'est. Il a hoché la tête, sérieux d'un coup. File-la moi, je demanderai à un pote en sécu. Il me doit un service. Merci. On a parlé d'autre chose après. Il n'a pas insisté. On a fini le café, il est reparti. J'ai marché un peu avant de rentrer. Je pensais à jeudi, à ce que j'allais faire si la réponse ne me plaisait pas. En rentrant, j'ai rangé la cuisine, vidé le lave-vaisselle. Tout lentement, comme si ça pouvait ralentir le temps. J'ai relu le message sur l'ordi. Je m'arrangerai avec lui. Le lui, c'était moi, forcément. J'ai ressenti un espèce de vide, pas de colère, juste une certitude froide, elle prépare quelque chose, et je ne suis pas censé le savoir. J'ai rangé l'ordinateur. J'ai pris une photo de l'écran avec mon téléphone. Preuve, au cas où. J'ai supprimé l'historique, tout remis à sa place. Quand Emma est rentrée le soir, elle a posé son sac, sourit comme si de rien n'était. On a mangé des pâtes devant la télé. Elle a ri à une vanne, puis elle m'a demandé si je voulais voir un film. J'ai dit non, j'étais fatigué. Je me suis couché plus tôt qu'elle. Elle est restée sur le canapé, à scroller. Je l'ai écoutée rire toute seule à son téléphone. Je n'ai rien dit. J'ai attendu que tout le monde soit parti au bureau ce vendredi. J'avais prétexté une migraine. J'ai éteint la lumière du couloir, fermé la porte de mon bureau à clé. Je voulais voir jusqu'où elle irait. Depuis 2 semaines, je notais les horaires, les messages, les conversations qui se coupaient net quand j'arrivais. Je gardais tout pour moi. Je savais que quelque chose se préparait, mais je n'avais rien de concret. À midi, j'ai vu son nom apparaître sur mon téléphone. Un message de Sophie. Elle m'envoyait la liste des courses pour le week-end, rien d'étrange. J'ai répondu d'un « OK », sans plus. Mais à 12h23, j'ai reçu une notification sur la boîte mail partagée qu'on utilisait pour la copropriété. Un mail transféré par erreur. L'objet, pour ce soir. C'était signé de son prénom, mais l'adresse n'était pas la sienne. Juste un prénom masculin, inconnu. J'ai ouvert le mail. Dedans, une réservation pour 2 au restaurant, à 20h, pas loin de chez nous. Le message disait « Réserve la table près de la fenêtre, tu sais pourquoi. À ce soir. » Rien d'explicite, mais ce n'était pas pour moi. Je n'avais jamais évoqué ce restaurant, ni demandé une table près de la fenêtre. J'ai relu le mail 3 fois.
Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre du bureau. Les gens passaient dans la rue comme d'habitude. J'ai refermé le mail, j'ai pris une capture d'écran, je me suis envoyé la preuve. J'ai attendu une demi-heure. J'ai envoyé un message à Sophie, tu veux manger ensemble ce soir? Elle a mis 10 minutes à répondre, ce soir je rentre tard, réunion de dernière minute avec Laure et l'équipe. Prends quelque chose sans moi. J'ai simplement répondu, ok. J'ai pris mon manteau. Je suis sorti du bureau. J'ai marché sans but dans la rue. Ma main tremblait un peu, pas de colère, juste le constat. J'ai relu le mail sur mon téléphone, j'ai cherché l'adresse IP de l'expéditeur. Rien de très parlant, mais c'était envoyé d'un téléphone, pas du bureau. J'ai regardé l'heure de la réservation, 20 heures pile. J'ai noté le nom du restaurant. J'ai décidé d'y aller. Pas pour la surprendre, pas pour faire une scène. Juste pour voir. J'avais besoin de voir de mes yeux. À 19h45, je suis arrivé devant le restaurant. J'ai traversé la rue, j'ai attendu sous l'abribus en face. À 20h-2, Sophie est arrivée à pied. Elle portait la robe noire qu'elle ne mettait que pour les dîners importants. Elle s'est recoiffée dans la vitrine, elle a vérifié son téléphone, puis elle est entrée. 2 minutes plus tard, un homme l'a rejointe. Grand, brun, costume, pas du quartier. Il n'a pas regardé autour de lui. Il a posé sa main sur son épaule quand il s'est assis. Je suis resté dehors. J'ai pris une photo avec mon téléphone, sans zoomer, juste assez pour qu'on les reconnaisse. Ils ont parlé, elle souriait, il s'est penché vers elle. Ils ont commandé du vin. J'ai attendu 10 minutes. Je n'ai rien ressenti de spécial. Je me suis demandé combien de fois ils avaient fait ça. Je suis rentré chez moi à pied. J'ai laissé mon téléphone sur la table du salon. J'ai mangé un reste de pâtes froides. À 22h, Sophie a envoyé un message, je suis épuisé, la réunion a duré une éternité. Je rentre, tu dors? J'ai répondu, non, je t'attends. Elle n'a rien dit d'autre. Elle est rentrée une demi-heure plus tard. Elle a posé son sac, elle m'a embrassé sur la joue comme d'habitude. Elle a filé dans la salle de bain. J'ai entendu l'eau couler. Je n'ai rien dit, rien demandé. J'ai effacé la photo de mon téléphone, mais j'ai gardé la capture d'écran du mail. Pour la suite. J'ai commencé à préparer ce que j'appelais dans ma tête l'opération silence. Je ne voulais pas de scandale, pas de cris, pas de discussions interminables. Juste des faits, des actes, et le minimum d'émotions visibles. Le matin où tout a vraiment commencé, elle est partie bosser comme d'habitude. J'ai attendu 10 minutes, puis je me suis mis à fouiller calmement dans le bureau. Je savais exactement où chercher, deuxième tiroir à gauche, sous les enveloppes avec les factures EDF. Là, il y avait son vieux portable, celui qu'elle disait casser depuis des mois. Je l'ai allumé. Le code, c'était la date de naissance de notre fils. Pas très original. L'écran s'est débloqué, j'ai enfilé les écouteurs pour ne pas risquer de bruit. J'ai fait défiler les messages. D'abord, rien de particulier. Beaucoup de conversations banales, anciennes. Puis, au fil des semaines de janvier, des échanges plus courts, toujours avec le même prénom, Mathieu. Je n'ai pas tout lu, mais il y avait des rendez-vous, des petites blagues, des émojis discrets. Rien de concret, mais la proximité était claire. J'ai pris des photos de l'écran avec mon propre portable, méthodique, message après message, sans trembler. À midi, je l'ai appelée pour lui demander si elle voulait que je prépare quelque chose à manger pour ce soir. Elle a répondu oui, sans hésiter, comme si tout était normal. J'ai raccroché, puis je me suis assis à la table du salon, les yeux sur les photos. C'était la première fois que j'avais quelque chose de matériel, même si ce n'était pas un aveu explicite. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Juste une forme de calme. Une étape franchie. En début d'après-midi, j'ai pris rendez-vous avec un avocat, par mail, pour la semaine suivante. Pas de précipitation. Juste poser les premières bases, sans rien dire à personne. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur, crypté. J'y ai mis les photos, un résumé de ce que j'avais constaté, les dates, les heures. J'ai aussi listé tous les moments où elle était sortie faire du sport ou voir une amie. Chronologique, précis. Je savais que ça pourrait servir, au moins pour moi. Pas une preuve d'adultère au sens juridique,
mais assez pour dissiper tous mes doutes. Vers 17 heures, elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle rentrerait un peu plus tard, réunion imprévue. J'ai répondu simplement « Ok. Dis-moi quand tu arrives. » Pas de smiley, pas de questions. J'ai continué à vaquer à mes occupations, comme si de rien n'était. Notre fils est rentré de l'école, on a fait les devoirs, dîné tôt. Elle est rentrée vers 20h30, fatiguée, un peu absente. Elle a posé un baiser sur ma joue, a caressé les cheveux de notre fils, puis s'est enfermée dans la salle de bain. J'ai attendu qu'elle ressorte, puis je me suis contenté de lui demander « Ta réunion s'est bien passée ?» Elle a haussé les épaules, sourit vaguement. « Oui, rien de spécial. » Un peu longue. Je n'ai rien ajouté. Le silence s'est installé, confortable pour elle, utile pour moi. Je l'ai observé ranger ses affaires, répondre à 2-3 messages sur son téléphone principal. Rien d'anormal en apparence. Mais dans ma tête, tout était déjà rangé différemment. Avant d'aller me coucher, je me suis assuré que mon téléphone était bien verrouillé, toutes les preuves sauvegardées sur le cloud. J'ai revérifié 3 fois, méthodique. Pas de traces visibles, pas de risque d'erreur. J'ai relu les messages, sans chercher une émotion. C'était juste la suite logique des faits. Elle dormait profondément à côté de moi, comme d'habitude. Je me suis tourné vers le mur, les yeux ouverts dans le noir, en pensant à la suite. Le lendemain, j'ai repris ma routine. Café, petit déjeuner, préparation du sac de notre fils. Je lui ai dit au revoir avec le même ton, le même sourire. Elle n'a rien vu, rien senti. Moi, j'avais déjà commencé à écrire la fin de notre histoire, sans bruit. Je suis resté silencieux tout le week-end. Pas un mot de plus que nécessaire. Julie a agi comme si tout allait bien, elle a même proposé un dîner chez ses parents dimanche soir, ce que j'ai accepté sans discuter. Je voulais observer, mesurer ses réactions, noter chaque geste. J'ai passé l'après-midi à relire les messages que j'avais récupérés sur son ordinateur. Pas besoin de forcer, le mot de passe n'avait pas changé, la date de naissance de sa mère. J'ai tout lu, lentement, sans rien sauter cette fois. Les échanges avec Arnaud étaient plus récents qu'avant. Plus directs aussi. Plus froids, parfois. Il y avait une conversation du vendredi où elle écrivait « Ce soir je le sens bizarre. » Il sait, tu crois. Il avait répondu « Fais comme toujours. » Je me suis arrêté là un moment. J'ai regardé Julie préparer la table dans la cuisine. Elle chantonnait, elle vérifiait la cuisson du gratin. Rien ne dépassait. J'ai pensé à cette phrase, « Fais comme toujours. » C'était ça, le vrai visage de la situation. Pas de crise, pas de larmes, juste une habitude. Un mensonge qu'on répète, jusqu'à ce qu'il devienne la norme. En fin d'après-midi, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Je peux te parler ?» J'ai répondu « Qui êtes-vous » La réponse est tombée tout de suite. C'est Léa, la femme d'Arnaud. J'ai posé le téléphone sur la table, sans rien dire. Julie est passée à côté, a jeté un œil, mais n'a rien demandé. Je suis sorti sur le balcon pour rappeler Léa. Elle a décroché au bout de 2 sonneries. Sa voix était basse. « Je crois qu'il faut qu'on parle. » Je n'ai rien dit. Elle a continué. « Je sais tout. Les messages, les rendez-vous à l'hôtel. Je suis tombé dessus ce matin. Je l'ai laissé parler. Elle m'a raconté comment elle avait découvert le mot de passe d'Arnaud, comment elle était tombée sur des photos, des mets. J'ai tout imprimé, tout ce que j'ai pu. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis contenté de dire « Je comprends ». Elle a demandé « Tu savais depuis quand ?» J'ai menti. Quelques semaines. Elle a soupiré. « On fait quoi, maintenant ?» J'ai attendu avant de répondre. Je ne veux pas de scandale. Je veux juste la vérité. Elle a dit « Moi aussi ». Je suis rentré. Julie avait déjà servi les assiettes. Elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu oui. Pendant le repas, elle m'a raconté une anecdote sur son collègue, elle a ri, elle a fait comme si tout était normal. Mon téléphone a vibré sur la table. Léa m'avait envoyé une photo, le mail que Julie avait envoyé à Arnaud vendredi soir. Sujet, on se voit bientôt. Je n'ai rien montré. J'ai continué à manger. Après le dîner, Julie a voulu regarder un film. J'ai accepté.
On s'est installés tous les deux sur le canapé. Elle s'est rapprochée, a posé sa tête sur mon épaule. J'ai laissé faire. Pendant le film, elle a reçu un message. Je l'ai vu regarder vite fait l'écran, puis ranger son téléphone. Elle s'est levée 10 minutes plus tard. Je vais me coucher, tu viens? J'ai répondu, pas tout de suite, je finis ça. Elle a haussé les épaules et est montée. Quand j'ai entendu la porte de la chambre se fermer, j'ai repris mon téléphone. Léa avait envoyé un autre message, on doit agir ensemble. Je lui ai demandé, tu veux quoi exactement? Elle a répondu, je veux juste qu'ils arrêtent de nous prendre pour des idiots. J'ai écrit, on va leur montrer qu'on sait. Mais à notre façon. Elle a répondu, d'accord. J'ai passé la nuit dans le salon. J'ai fait une liste de tout ce que je savais, de tout ce que j'avais comme preuve. Je n'ai rien ressenti de particulier. Pas de colère, pas de tristesse. Juste la certitude que la partie était finie, ou presque. Il ne restait plus qu'à poser les cartes, calmement. Je me suis réveillé avant elle ce matin-là. Je ne dors plus beaucoup ces derniers temps, mais je fais semblant. J'entends ses pas dans le couloir, la douche, ses gestes précis. Elle croit que je suis plongé dans le sommeil, dos tourné. Je compte les bruits, je reconnais tout. À 8 heures, je me lève. Elle est déjà partie. Un post-it sur la table, réunion, je rentre tard. Bisous. Ce n'est pas son écriture habituelle. Elle écrit d'habitude vite, là c'est appliqué, presque scolaire. Je range le papier dans ma poche, habitude prise depuis que tout a commencé. Je sors mon téléphone. Je relis les messages que j'ai récupérés la veille. Elle a changé de méthode, elle utilise maintenant WhatsApp avec cet homme. Je n'ai pas accès à leur fil, mais j'ai réussi à voir une notification sur son écran par-dessus son épaule. Prénom banal, mes émojis cœur. Je l'ai noté. Je cherche ce prénom sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Il n'est pas dans ses amis, pas dans ses abonnés. Elle efface les traces, mais elle laisse toujours des miettes. Je prends la voiture. Je sais où elle travaille, je sais aussi que sa réunion n'est pas là. J'ai découvert l'adresse d'un coworking où elle va parfois, en recoupant les factures Uber sur notre compte joint. L'adresse ne disait rien, mais j'ai fouillé. Ce matin, j'y vais. Je veux voir, pas pour la surprendre, juste vérifier. Je me gare à 30 mètres, côté rue. J'attends. Elle arrive à 9h20. Elle sort du métro, elle regarde autour d'elle, elle marche vite. Pas la démarche du bureau, plutôt celle de quelqu'un qui a peur d'être suivi. Elle porte une robe bleue, pas celle qu'elle met pour le travail, celle qui traîne normalement au fond du placard. Elle entre. Je reste dehors. Je fume une cigarette, je regarde les allées et venues. Les gens qui entrent ici ne travaillent pas tous, ça se voit. À 10h, je la vois ressortir. Pas seule. L'homme à côté d'elle, la quarantaine, costume sombre, pas de cravate. Il ne me voit pas. Je note son visage, sa façon de marcher à côté d'elle sans la toucher. Il traverse la rue, s'arrête devant un café. Elle pose la main sur son bras en parlant. Lui, il sourit. Il s'assoit en terrasse. Je reste dans la voiture, moteur coupé, les observe à travers le pare-brise. Je prends une photo. 2, 3. Je zoome, je vérifie la netteté. Il parle, il rit, elle baisse les yeux. Il sort son téléphone, elle regarde l'écran. Elle sourit, elle prend sa main. Pas de doute sur ce que je vois. Ce n'est plus une question d'imagination ou de paranoïa. Je descends de la voiture. Je marche de l'autre côté de la rue, je passe devant eux sans ralentir. Elle ne me voit pas, trop concentrée sur lui. Lui non plus. Je m'arrête à la boulangerie d'à accent grave côté, j'achète un café. Je reviens, je m'assois 2 tables plus loin. J'écoute. Il parle doucement, mais je capte quelques mots. Ce week-end, pas possible, il se doute de rien, on s'arrangera. Je ne regarde pas, j'entends. Je reprends mon téléphone. J'enregistre l'audio, discrètement. Je ne sais pas si ça servira, mais je le fais. Il reste encore 20 minutes puis il se lève. Elle l'embrasse sur la joue, mais c'est plus long qu'une simple bise. Il s'en va à gauche, elle à droite. Elle regarde derrière elle, comme pour s'assurer de ne croiser personne. Je range le téléphone,
je termine mon café. Je rentre à la maison. Je pose les photos sur mon ordinateur, je sauvegarde l'enregistrement. Tous les fichiers dans un dossier caché. Je n'éprouve rien de spécial, pas de colère, pas de tristesse. C'est juste factuel, comme une pièce qui tombe du puzzle. À midi, elle m'envoie un message, la réunion s'est bien passée, je rentre plus tard, je t'embrasse. Je réponds OK. Rien de plus. Je vérifie une dernière fois les photos, je les classe. Ce soir, je ne dirai rien. Pas encore. J'attends le bon moment. J'ai attendu que tout soit en place avant de déclencher la dernière étape. Le matin même, j'avais reçu le mail du RH qui confirmait officiellement la suspension de Sophie, en attente de l'entretien préalable. La plainte pour harcèlement moral, déposée par la stagiaire il y a 3 semaines, avait fait son effet. Je n'y étais pour rien directement, mais j'avais facilité la prise de contact avec le service juridique, anonymement. Tout s'était imbriqué naturellement, sans que j'aie besoin de forcer quoi que ce soit. Je n'ai pas ressenti de satisfaction particulière, juste un calme bizarre. J'ai continué ma journée normalement, sans rien changer à mon comportement. Personne ne semblait se douter de ce que j'avais orchestré dans l'ombre. À midi, j'ai croisé Sophie à la machine à café. Elle paraissait fatiguée, les yeux cernés, un peu perdue. Elle a hésité devant moi, puis elle s'est décidée à me parler. « Tu savais quelque chose, toi ? De quoi tu parles ?» Elle a baissé la voix. « La stagiaire, tu sais très bien. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon café, j'ai attendu que le bruit des gobelets en plastique couvre la conversation. Je sais ce que tout le monde sait, Sophie. Elle m'a fixé, sans rien dire. Je sentais sa colère, mais aussi sa peur. Elle a serré les dents. C'est moche, ce qui se passe. J'ai haussé les épaules. C'est pas moi qui décide de ce qui est moche ou pas. Elle a voulu continuer, puis elle s'est ravisée. Je l'ai regardée partir, voûtée, la démarche raide. Je n'ai rien ressenti. Tout était déjà joué. En début d'après-midi, le patron m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air soucieux. « Tu travailles beaucoup avec Sophie, non ? » « Oui. On partage plusieurs dossiers. » « Pourquoi ? » Il a soupiré. « Il faut que tu reprennes le projet Martin. Sophie va être absente un moment. » J'ai acquiescé, sans poser de questions. Il a hoché la tête, soulagé de ne pas avoir à s'expliquer davantage. De retour à mon poste, j'ai ouvert les fichiers du projet Martin. J'ai vu que la dernière version n'était pas à jour. Plusieurs mais attendaient une réponse. Sophie avait tout laissé en plan. Je me suis mis au travail, méthodique. Rien d'autre n'importait. En fin de journée, j'ai reçu un message de Sophie, laconique, « Tu dois être content. » Je n'ai pas répondu. J'ai fermé mon ordinateur, rassemblé mes affaires, et je suis parti sans me retourner. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à tout ce qu'on avait traversé, tous les petits signes qu'elle avait ignorés, ou que j'avais laissé passer trop longtemps. À ce moment précis, je n'ai rien ressenti de particulier. Pas de triomphe, pas de remords. Juste une absence. Le soir, à la maison, j'ai rangé l'enveloppe avec les copies de mai et les relevés bancaires dans un tiroir. Tout ce qui pouvait encore me lier à cette histoire était là, sous clé. J'ai envoyé un message à la stagiaire, « Si tu as besoin d'un témoignage, tu peux compter sur moi. » Elle m'a répondu dans l'heure, « Merci, mais je crois que tout est déjà dit. » J'ai relu son message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Je n'ai parlé de rien à personne. Ni à mes collègues, ni à mes proches. Pas un mot sur les détails, ni sur mon rôle. C'était terminé. J'ai dormi sans rêve. Le lendemain, la vie a repris exactement comme avant, mais sans Sophie. Le lendemain du rendez-vous chez le notaire, j'ai pris mon petit déjeuner seul dans la cuisine. Les bruits de la ville filtraient à travers la fenêtre entr'ouverte. J'ai préparé 2 cafés par automatisme, puis j'ai jeté le second dans l'évier. Les cartons étaient déjà empilés près de la porte. Il ne restait que quelques affaires à elle, une vieille écharpe sur le dossier d'une chaise, son mug préféré dans l'égouttoir, un tube de rouge à lèvres oublié sur la table basse. J'ai tout rassemblé dans un sac plastique, posé près de l'entrée, sans message ni post-it. J'ai consulté mon téléphone. Aucune notification, aucun message d'elle. Elle était censée passer récupérer ses affaires vers midi. J'ai ouvert la porte à 11 heures.
Rien. J'ai fait quelques tours dans l'appartement, vérifié les placards, la salle de bain, le balcon. Tout était en ordre. Le frigo était presque vide. J'ai jeté les restes, nettoyé les étagères, rangé le dernier torchon. À 11h40, on a frappé à la porte. Je me suis avancé, j'ai ouvert. Elle portait une veste beige, les yeux cernés, pas maquillée. Elle est entrée sans un mot. Elle a regardé le sac, l'a attrapé, l'a ouvert pour vérifier. Elle a sorti la tasse, l'a reposée, a hésité. Elle s'est tournée vers moi. « Tu veux qu'on parle ?» J'ai secoué la tête. Elle n'a pas insisté. Elle a pris l'écharpe, l'a pliée sur son bras, a remis le rouge à lèvres dans sa poche. Elle a posé la tasse sur le meuble de l'entrée. Elle s'est penchée, comme pour dire quelque chose, puis s'est ravisée. « T'as rien oublié ?» j'ai demandé. Elle a regardé autour d'elle, a haussé les épaules. « Non. Je crois pas. » Elle a pris le sac, s'est avancée vers la porte, s'est arrêtée sur le seuil. « Tu vas rester ici ?» Pour l'instant, oui. Elle a gardé la main sur la poignée. Elle a soupiré. Bon. Elle est sortie sans se retourner. J'ai refermé doucement. Le bruit du verrou m'a semblé plus silencieux que d'habitude. J'ai attendu quelques secondes, puis je me suis approché de la fenêtre. Elle a traversé la rue, le sac à la main, sans un regard vers l'immeuble. Une voiture l'a frôlé, elle a accéléré le pas. Je me suis assis sur le canapé, là où je dormais depuis 2 semaines. J'ai pris une feuille et un stylo, j'ai dressé la liste de ce qu'il me restait à faire, appeler l'agence immobilière, changer l'adresse sur les factures, prévenir le propriétaire. La routine. J'ai ouvert l'ordinateur, envoyé les mails nécessaires, pris rendez-vous pour faire couper l'électricité à la fin du mois. Vers 13h, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Merci de m'avoir laissé mes affaires. Bon courage pour la suite. J'ai supprimé le message sans répondre. J'ai rangé le téléphone dans le tiroir du bureau. Je n'avais plus rien à lui dire, rien à lui demander, rien à attendre. L'après-midi, j'ai croisé la voisine du 3e dans l'ascenseur. Elle a demandé si tout allait bien, si le déménagement était pour bientôt. J'ai dit oui, que c'était plus simple comme ça. Elle m'a souhaité bon courage, m'a tapoté l'épaule, et sorti sans insister. J'ai remonté les escaliers à pied, une main sur la rampe, le couloir vide devant moi. Le soir venu, j'ai dîné seul. J'ai mangé une omelette froide, bu un verre d'eau. Je n'ai pas allumé la télévision. J'ai fait la vaisselle, éteint la lumière. À 23h, j'ai fermé les volets, vérifié la porte d'entrée. Tout était calme. Il n'y avait plus de sac, plus de traces d'elle. Rien n'indiquait qu'on avait vécu à 2 ici. Je me suis couché sans bruit, les bras croisés derrière la tête, les yeux fixés au plafond. Le silence n'avait rien d'étrange. C'était juste le bruit des choses qui reprenaient leur place. Le lendemain matin, j'ai pris mon café seul à la cuisine. Anaïs s'est levée un peu plus tard. Elle a vu la valise près de la porte. Elle a compris, je crois, sans que je dise un mot. J'ai posé la lettre sur la table, celle que j'avais écrite la veille, claire, précise, sans reproche. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici le temps de trouver un logement. Le bail était à mon nom, je n'avais rien à prouver. Elle a pris la lettre, a lu sans lever les yeux. Pas de cri. Elle a demandé si je voulais parler. J'ai dit non, il n'y avait rien à ajouter. J'ai appelé mon patron pour dire que je prenais quelques jours. J'ai effacé son numéro de mon téléphone, retiré la photo du salon. Les messages de ses amis ont commencé à tomber, des trucs neutres. Je n'ai pas répondu. J'ai pris rendez-vous chez le notaire pour lancer la séparation. Pas de dispute, juste des papiers à signer. On s'est assis chacun de notre côté. Elle n'a pas contesté. Les comptes étaient séparés, pas d'enfants, rien à diviser. Elle a récupéré ses affaires en plusieurs fois, toujours en silence. La semaine suivante, j'ai changé le code de la porte. J'ai mis les clés dans une enveloppe qu'elle pouvait venir chercher à l'accueil. Dans l'appartement, tout était plus léger. Le bruit de la machine à laver, le frigo qui se refermait, le clic de la boîte aux lettres. Personne ne posait de questions. Personne ne cherchait à s'expliquer. J'ai rangé les papiers, remis les meubles à leur place. Je n'ai pas cherché à comprendre plus loin. Tout était simple,
presque administratif. Voilà comment j'ai découvert qu'on ne partage jamais vraiment la même vérité, même après des années ensemble. Et vous, comment auriez-vous réagi face à ça? Certains explosent, d'autres encaissent. Moi, j'ai choisi la précision, le calme. Est-ce que ça aurait été différent pour vous? Le pardon, c'est possible après une histoire pareille, ou bien tout est définitivement brisé. J'aimerais lire vos avis, savoir si d'autres ont traversé ce genre de situation ou si je suis le seul à fonctionner comme ça. Si cette histoire vous a marqué, laissez un commentaire et partagez la vidéo. Ça permet d'ouvrir le débat, de comparer nos façons de gérer ce genre de coups bas. Et si vous aimez ce style de récit, abonnez-vous, ça aide la chaîne, et je pense que d'autres histoires aussi franches valent le coup d'être entendues. Le silence, c'est une forme de victoire ou juste une fuite? Est-ce que j'ai eu raison de ne rien dire, d'agir sans éclat? Je vous laisse juger.